Bonjour tout le monde, bienvenue à Découverte du vin, Alexandre Savoie. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode qui est peut-être un peu plus éducatif. À la veille du 50e épisode, donc un peu notre premier anniversaire si on veut chez Découverte du vin, j'ai pensé évoquer une thématique de fête. Là. Donc je vais vous parler un peu des mousseux, de champagne et de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour des termes qui se retrouvent autour du vin mousseux, du vin effervescent, des bulles, peu importe comment on veut appeler ça. Et donc, je voudrais clarifier quelques trucs sans vouloir non plus là, imposer le gros vocabulaire, mais peut-être rendre des choses un peu plus faciles là, pour quelqu'un qui veut s'acheter du mousseux ou du champagne. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est du mousseux, qu'est-ce que c'est du champagne? C'est très simple. Du champagne, c'est du mousseux qui vient de la région de Champagne. Donc souvent les gens ils disent qu'ils veulent un champagne pas cher ou un champagne américain. Bon, ça n'existe pas un champagne américain. En fait, pour avoir l'appellation de champagne, il faut que le vin mousseux soit produit dans la région de Champagne, qui est pas loin de Paris, là, à peu près à 150 km de Paris, la région de Champagne. Donc non, à peu près à 150 km à l'est de Paris. C'est à peu près le vignoble le plus au nord. C'est le vignoble le plus au nord de la France. Et donc, en gros, c'est ça la situation du champagne. Là, on va peut-être y aller un peu avec les termes pour qu'on puisse savoir où s'en tenir là, quand on parle de champagne. Premièrement, le champagne, en France, c'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Donc, Dom Pérignon est celui qui a tout changé en Champagne. C'est un personnage, c'est un moine qui a découvert comment, pas comment faire du vin effervescent, parce que Blanquette de Limoux, dans le sud de la France, c'est le premier vin effervescent de France, mais a découvert la méthode champenoise, si on veut. Donc, ce qui veut dire une deuxième fermentation en bouteille. Et c'est ça qui crée les gaz, c'est qu'on remet des levures, on refait fermenter le vin une fois dans la bouteille, qui est clos, et donc c'est ça qui donne le gaz dans la bouteille. Ça s'appelle la méthode traditionnelle. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais autrement dit, quand on veut un mousseux de style du champagne qui vient d'une autre région, on cherche un mousseux de style traditionnel. Maintenant, il y a plusieurs autres façons de faire du mousseux. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, les cépages qu'on utilise en Champagne. Et donc, ailleurs dans le monde, chaque région utilise un peu les cépages qu'ils veulent. En Champagne, il y a 3 cépages qui sont autorisés. Le Chardonnay, on a le Pinot Noir et on a le Pinot Meunier. Donc, le seul de ces 3 cépages-là qui est blanc, c'est le Chardonnay. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on utilise le Pinot Noir, Pinot Meunier, c'est des raisins qui ont la peau rouge, mais que l'intérieur est blanc. Et donc, c'est pas obligé de donner une couleur au vin. Et ça veut dire qu'on ne laisse pas fermenter le vin avec la peau du raisin très longtemps, parce que sinon ça donnerait une teinte. Généralement, un champagne rosé va avoir... ils vont obtenir cette couleur-là en faisant fermenter le vin avec les peaux des raisins rouges un peu plus longtemps. Donc, ces 3 cépages-là, on peut les assembler, on peut les avoir tout seuls. D'où l'expression, si vous avez déjà vu sur une bouteille blanc de blanc, ça veut dire un champagne qui est fait uniquement, c'est un champagne blanc, fait uniquement avec des raisins blancs, ou du vin blanc si on veut, donc c'est un champagne 100% chardonnay. Le chardonnay, ce qu'il va donner apparemment au champagne, c'est plus la finesse, l'élégance si on veut. Le pinot meunier va nous donner un côté plus fruité. Et le pinot noir va nous donner un potentiel de vieillissement, peut-être un peu plus de structure, parce que quand on fait un vin de pinot noir comme en Bourgogne, on a des vins qui peuvent durer. Donc, même dans le vin de champagne, dans les mousseux, on va avoir cette caractéristique-là du pinot noir qui peut ressortir. Donc, c'est ça pour les cépages. Si on voit un champagne qui dit blanc de noir, évidemment, c'est un champagne qui est blanc, mais qui est fait avec des raisins noirs, donc soit pinot meunier, pinot noir. Pinot Meunier est un cépage qui est très peu utilisé à travers le monde, à part en Champagne ou dans d'autres régions où ils font du vin pétillant de style champenois. Donc ça fait un petit peu le résumé de cette première partie. Ensuite de ça, les différents termes qui sont associés au champagne. Premièrement, il y a différents styles de champagne, si on veut, qui sont souvent
relié au dosage de sucre qu'il y a dans le champagne. En fait, quand on fait du champagne, à la fin, quand la deuxième fermentation est finie et qu'on est prêt à le vendre, ce qu'ils font, c'est qu'ils gèlent, en tout cas, c'est assez compliqué, là, mais ils gèlent les levures qui sont rassemblées dans le goulot. Après ça, normalement, ils n'ont pas mis le vrai bouchon à ce point-ci quand ils font la deuxième fermentation. Ils ont mis une genre de capsule de bière. Ils gèlent ça, ils enlèvent ça, ils rajoutent un peu de champagne d'une année précédente ou de la même année, et ils peuvent rajouter du sucre à ce moment-là. Et c'est là que vient la différence entre les styles de champagne. Donc, le moins dosé en sucre va être le nature brute, ou qui disent non dosé. Ça veut dire qu'ils ont juste rajouté un peu de champagne, zéro sucre, c'est assuré. Maintenant, le extra brut, c'est possiblement un peu plus de sucre, mais ça peut être de 0 à 6 grammes de sucre, là, donc ça peut être au même niveau. Champagne brut, ça c'est le champagne le plus traditionnel, le plus connu si on veut, c'est le classique. C'est un champagne qui est très sec à la base, normalement très peu de sucre également. Peut même avoir 0 g de sucre résiduel, mais autrement dit, c'est comme le standard si on veut, c'est le champagne normal. Ensuite, un petit peu plus sucré, on tombe dans du extra dry, champagne sec ou dry, demi-sec et doux. Quand on arrive dans quelque chose de doux, là, on parle de quelque chose qui est quand même très sucré. Les règles sont différentes dans les autres régions du monde, là, mais si on prend par exemple généralement les mousseux italiens, comme les Prosecco, les Lambrusco et d'autres, les Asti, pas Barbera d'Asti, mais en tout cas les vins d'Asti du Piémont, les mousseux du Piémont, tous ces mousseux italiens-là ont généralement plus de sucre. C'est un style, j'imagine que les Italiens aiment ça. Et donc, si on aime les champagnes ou les mousseux un peu plus sucrés, les Italiens peuvent être une bonne alternative. Ensuite de ça, les alternatives au champagne. Bon, je parlais tantôt de mousseux. En Espagne, on parle de cava, qui est 95% de leur production de mousseux en Espagne, c'est du cava, qui est une très bonne alternative, beaucoup moins chère que le champagne. Le cava se vend généralement vraiment pas cher, là, on parle en bas de 20 $ bien souvent, et ça peut faire des excellents résultats. Maintenant, dans le reste de la France, tout s'en va vers l'appellation crémant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un mousseux de style traditionnel. Donc, on va entendre, disons, crémant d'Alsace. Bon, mais ça, c'est un mousseux qui vient d'Alsace. Crémant de la Loire, un mousseux qui vient de la Loire, et ainsi de suite. Donc, toutes les régions en France avant avaient un peu leur propre nom, et ça semble tout se diriger vers l'appellation crémant. Parce que j'imagine que c'est plus facile pour les gens de reconnaître, là, et ça fait peut-être un peu plus joli que d'écrire mousseux ou je sais pas. Blanquette, je l'ai mis ici juste parce que c'est un type de crémant ou de mousseux français. Et la blanquette de Limoux qui vient du Languedoc a été le premier vin mousseux de France. Donc ça peut être quelque chose d'assez à un moment donné. Il y en a à la SAQ, puis c'est pas trop cher ça non plus. Finalement, le dernier terme que je voulais mettre de l'avant, c'est souvent on parle, les gens qui aiment bien le vin veulent aller chercher du vin de petits producteurs parce que on pense que ça a peut-être des caractéristiques un petit peu plus propres, des choses comme ça, ou un style plus différent et moins normalisé. En Champagne, il y a un petit sigle qui est écrit sur la bouteille quand on a un petit producteur. En fait, le nom utilisé en Champagne, c'est récoltant manipulant. Donc ça veut dire que le gars ou la fille a ses propres terres, fait pousser ses propres raisins, les récolte lui-même, fait son propre vin lui-même. Et donc, ça se résume à, ça serait le sigle RM qui serait écrit sur la bouteille. Si jamais vous cherchez un vin de champagne de petits producteurs, ben vous pouvez chercher le mot récoltant manipulant ou le RM. Et finalement, peut-être les classifications, pour vous donner une dernière petit sujet de conversation, une classification des vins en Champagne. On a, la manière que c'est fait en Champagne, c'est que c'est les terroirs, donc le terrain physique où sont plantées les vignes, qui est coté. Donc, tout est coté entre 80 et 100%. Il n'y a rien en bas de 80%. Maintenant, si les terrains qu'on a utilisés pour faire une cuvée sont cotés entre 80 et 89%, on appelle ça simplement champagne. Donc, c'est la majorité de ce qu'on boit, de ce qu'on voit à la SAQ, champagne, c'est 80 à 89%. La grande majorité de ce qui est produit aussi là, en Champagne. Ensuite, de 90 à 99%, on a un champagne premier cru.
Donc ça veut dire que les terrains ont été, par les gens qui ont jugé ça en France, là, il y a plusieurs années, ont jugé que ce terrain-là était propre à faire un vin de meilleure qualité. Donc peut-être qu'ils ont accordé la note de 91 ou de 95%. Et donc là, on peut appeler notre vin un champagne premier cru. Et si on a un terroir qui est coté 100%, c'est là qu'on peut appeler ça un champagne grand cru. Maintenant, pourquoi c'est en pourcentage? Parce qu'à l'époque, pour les échanges mercantiles, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, disons, moi j'ai du vin fait sur un terroir coté à 87%. Donc il y avait un prix de base pour le vin à 100%, et si moi j'avais une cuvée qui était faite à partir de raisins qui poussaient sur un terroir à 87%, ben j'obtenais 87% du prix de référence pour une bouteille de champagne. Donc l'histoire est un peu de ce sens-là, c'est pour ça qu'on a des pourcentages. Mais en gros, nous autres, ce qu'on va peut-être plus rechercher, c'est soit premier cru, grand cru, quand on veut quelque chose peut-être un peu plus qui serait supposé être meilleur, ne va pas nécessairement l'être, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et finalement, je vais peut-être vous laisser avec une recommandation. Si vous voulez essayer un champagne grand cru, on en a un à la SAQ de ce temps-ci. Il est vraiment pas cher. C'est difficile à comprendre pourquoi, là, mais on a l'Allier Grand Cru qui est à 46$ à la SAQ en ce moment. Donc déjà que les champagnes qu'on est habitué de voir à la SAQ sont plutôt 50-60$ et plus. Là, on en a un qui est moins cher et en plus c'est un grand cru. Je l'ai dégusté il y a à peu près un mois. Il était délicieux. Je ne suis pas un amateur de bulles, mais celui-là va vraiment marquer, qu'il soit grand cru ou pas. Et en plus, là, c'est peut-être l'occasion d'avoir une bouteille là, qui dit grand cru. Ça peut faire un peu différent, exceptionnel si on veut. Donc, je vous le recommande définitivement de l'essayer. Et dernière petite chose qui vient de me popper dans l'esprit, les millésimes. La plupart des champagnes sont non millésimés. Donc, il n'y a pas d'année d'écrit sur le champagne, sur la bouteille. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont droit de mélanger, mettons, la cuvée 95 avec la cuvée 96, 97. Donc, ils mettent un peu tout là-dedans pour obtenir un bon équilibre. Et donc, c'est un champagne non millésimé. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pense, les champagnes ne se gardent pas. On achète un champagne à la SAQ aujourd'hui, s'il n'y a pas d'année d'écrit dessus, on devrait le boire en dedans de 1 an, maximum 2 ans, parce qu'il risque de ne plus être bon éventuellement, vu qu'on ne sait même pas quelle année le vin avait été produit. Maintenant, dans les très grandes années, les producteurs de champagne vont faire des champagnes millésimés. On parle d'à peu près, en général, de 2 fois par 10 ans, donc 2 fois par décennie. Il va avoir une excellente année. Ils vont faire un champagne qui est fait uniquement de vin de cette année-là. Et on prend le droit de mettre un petit blend des autres années, là, minime. Mais donc, un champagne millésimé va être une excellente année. Ça va être juste de cette année-là. Et là, on a un potentiel de vieillissement. On peut garder ces bouteilles-là probablement 10 ans environ. C'est pas une règle générale, là, mais un petit point général. C'est pas exact dans tous les cas. Mais donc, les champagnes non millésimés, on les boit tout de suite. Les champagnes millésimés, ça, on peut les garder un peu plus longtemps. Ça fait le tour. Je sais que ça a été un épisode long, mais j'avais beaucoup à dire sur le champagne. Et donc, j'espère que tout ça va vous aider. Et puis, finalement, un petit sujet de discussion. Est-ce que vous avez un champagne que vous buvez régulièrement, que vous aimez beaucoup, ou au contraire, peut-être c'est un mousseux que vous achetez qui coûte 18$, comme un Prosecco italien, à 18$, que vous pensez qu'il bat les champagnes à 60-75$. Laissez-nous savoir, comme ça, on va pouvoir avoir peut-être des recommandations, quelque chose de nouveau à essayer. Et puis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous revois demain pour le 50e épisode. Je vous réserve quelque chose de différent. J'espère que ça va être le fun. Je suis confiant qu'on va avoir un bon épisode demain. Donc, on se revoit demain. Et puis, c'est ça pour aujourd'hui.